Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est enseignant. Il est aussi le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Avec lui ce soir, nous parlons d'Afrique, de ses relations avec le reste du monde, notamment avec la France. Emmanuel Dupuis, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre Toujours un plaisir. Invitation. Je n'avais pas prévu de vous poser cette question, mais actualité oblige. Ces derniers jours, on a vu passer des informations qui accusaient aussi bien les forces armées maliennes et leurs supplétifs d'exactions graves, de viols même, et de violations de droits de l'homme. Est-ce que vous avez vu cette information? Absolument. Elle est confirmée par le fait que l'ONU ne cesse de le rappeler depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Le changement de nature donc de la coopération militaire entre les FAMA, les forces armées maliennes, leurs supplétifs occidentaux, mais d'une certaine façon, ils ne sont pas si occidentaux que ça. Russes. On parle de la société militaire privée Wagner et les milices qui aident les forces armées, en l'occurrence là les chasseurs d'Onzo, se rendent régulièrement coupables d'exactions, c'est le rapport de l'ONU qui l'indique, relayé par RFI il y a quelques heures, donc d'exécutions extrajudiciaires, et là, plus spécifiquement, dans le cas précis de viols menés sur les populations civiles. Alors évidemment, cela pourrait non pas être justifiable, mais pourrait s'expliquer si la violence avait diminué. Et le même rapport de l'ONU, en tout cas celui qui est sorti le 25 juin dernier, précise que depuis le départ des troupes françaises, il y a eu 900 victimes du terrorisme au Mali, prouvant que ce n'est pas parce que les Français sont partis que la situation va mieux, et donc d'une certaine façon invalidant l'accusation malienne. On se souvient que pendant l'été, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, avait voulu instruire une accusation à charge contre la France, expliquant qu'une des raisons pour lesquelles les terroristes agissaient ainsi, c'est qu'ils étaient soutenus. Ils seraient soutenus par la France. Ils auraient été soutenus par la France. Personne n'a voulu endosser cette responsabilité. Et on voit bien que, malheureusement, l'effet inverse ou l'effet perverse lié à cela, c'est que les propres forces armées qui sont supposées rétablir la sécurité sont aussi un facteur de déstabilisation ou d'aggravation ou de perturbation de cette sécurité dans le centre du Mali. Donc vous me dites que ces informations peuvent être considérées comme fiables parce qu'elles ne sont pas sorties de nulle part. Elles sont corroborées par des rapports de l'ONU. Par des rapports de l'ONU. La deuxième chose que je me disais, c'est que finalement, si cette information est confirmée, est-ce qu'on peut dire que le président Macron a finalement raison lorsqu'il était il y a quelques semaines en Afrique de dire que la junte militaire avait fait des choix inefficaces pour lutter contre le terrorisme? Je crois que le président Macron, comme tous ceux qui se rendent au Mali, actuellement il y a la représentante spéciale de l'Union européenne pour le Sahel, ne font que constater une sorte de schizophrénie du pouvoir malien actuellement. Il y a eu, et il faut s'en réjouir, la fin des sanctions que la CEDEAO avait attribuées, avec beaucoup de guillemets, au pouvoir issu d'un coup d'État militaire il y a de cela désormais 2 ans. C'est une bonne chose parce que cela permettra sans doute à la population malienne de mieux vivre et de respirer économiquement, financièrement parlant. Mais dans le même temps, les forces armées maliennes qui se sont renforcées. Il faut bien se souvenir qu'en 2013, elles étaient incapables de faire face à la menace djihadiste. Elles n'étaient pas plus de 7 000. Désormais, elles sont 40 000, formées en partie par ceux qu'elles critiquent, les forces occidentales, les opérations européennes, la France, et bien évidemment les nombreux pays, à peu près une quarantaine, qui participent encore à la mission de stabilisation des Nations Unies. Évidemment, nous sommes dans ce paradoxe où, alors qu'il y a un régime illégitime au regard de la constitution malienne, il y a la nécessité de lutter ou de continuer à lutter contre les groupes armés qui continuent à saigner à blanc la population malienne. Le président Macron, en décidant de se redéployer suite à des accusations combinatoires de la part des autorités maliennes, ne fait que constater le fait que les autorités maliennes estiment qu'elles peuvent faire face seules. Or, on vient juste d'en parler, ce n'est pas le cas. Donc d'une certaine façon, la porosité de la situation ou la fragilité sécuritaire institutionnelle semble donner raison au président français dans le sens où, si nous n'avions pas été forcés de quitter le Mali, les troupes de Barkhane auraient continué à lutter
contre les terroristes qui continuent à toujours tuer des Maliens, avec un phénomène qui s'est aggravé pendant l'été, alors que les autorités françaises ont décidé de quitter le Mali, alors qu'un certain nombre d'autorités de pays qui participent à l'opération de stabilisation de l'ONU souhaitent le faire également, les djihadistes se rapprochent dangereusement de Bamako. On est à Kati, où il y a eu une attaque pendant l'été, c'est 15-16 km du centre-ville de Bamako. Vous dites que la situation est peut-être grave et que la junte ne veut pas forcément faire l'autruche pour l'instant. Alors je pense qu'une partie de la junte sait parfaitement ce qui se passe, mais qu'une autre partie est dans une logique qui est davantage une logique diplomatico-stratégique, visant à penser que le rapprochement avec Moscou, pendant l'été, la Russie a confirmé son partenariat diplomatico-militaro-sécuritaire avec le Mali, mais ça n'empêche pas que les djihadistes soient toujours là et que la Russie n'a toujours pas envoyé les troupes nécessaires pour aider éventuellement ou pour pallier au départ des Français. La Russie a d'autres chats à fouetter, pardonnez-moi cette expression. On en reparlera sûrement au cours de cette interview. Juste une chose, ces propos qu'on attribuait, et ce sont des vrais propos d'ailleurs du président Macron, c'était en Guinée-Bissau lors de sa mini-tournée dans la sous-région. Il était ensuite d'abord allé au Cameroun, au Bénin. Il a fait escale en Guinée-Bissau. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette tournée ? Assez étonnante, pour parler franchement et en toute honnêteté. Premièrement, le choix des pays. Oui. Le Cameroun, le Bénin et la Guinée-Bissau. Partons dans l'effet inverse, chronologiquement parlant. Il y a une vraie légitimité à se rendre à Bissau, premièrement parce que ça fait bien longtemps qu'un président français ne s'est pas rendu dans un pays qui appartient à la lusophonie, mais dont le président, Umaro Embalo Sissoko, est président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc d'une certaine façon, c'est tout à fait logique que la France, étant présente diplomatiquement, économiquement et militairement dans un certain nombre de pays de la CEDEAO, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, jusqu'à présent dans les 5 pays du G5 Sahel, que nous allions discuter avec le président bissau-guinéen pour savoir si nous avions une convergence de point de vue. Deuxième élément justifiant ce déplacement, le président Sissoko est particulièrement actif pour lutter contre la guérilla anticonstitutionnelle qui semble avoir gagné un certain nombre de pays ouest-africains. Il a surtout critiqué vertement, et je crois avec raison, un certain nombre de choix de ses voisins de transgresser leur propre constitution. En Guinée, avec Alpha Condé, avec le président Ouattara en Côte d'Ivoire. Et il s'était même quasiment fâché avec le président Macky Sall dans la perspective où, en 2024, ce même président sénégalais pourrait réformer la Constitution et se maintenir pour un 3e mandat. Donc ça, c'était justifié. Ensuite, le Bénin. Le Bénin, disions que c'était une façon de renforcer un des points forts du président sur ce qu'il appelle la diplomatie culturelle, ou la diplomatie de la repentance, ou la diplomatie de la juste reconnaissance de ce que la France doit reconnaître comme ayant perpétué, notamment le pillage du palais d'Abomey en 1892, où les troupes françaises avaient pillé un certain nombre d'artefacts. Nous en avons rendu 27. Maintenant, encore faudrait-il que nous rendions la totalité des artefacts que la France a dans ses réserves. Je rappelle qu'au musée du Quai Branly, 90% des artefacts qui sont dans le musée du Quai Branly viennent des pays d'Afrique. Viennent des pays d'Afrique. Donc, à un moment ou à un autre. Et du pillage à l'époque. Pour ne pas dire du pillage. Donc, à un moment ou à un autre, il faut que cette réflexion soit menée. Je crois que c'est une bonne chose qu'elle ait débuté au Bénin. Je crois que c'est une bonne chose que le président Patrice Talon et le président Emmanuel Macron soient dans la même dynamique et dans la même perspective, mais ce n'est qu'un début. Ensuite, le Cameroun, si vous m'autorisez, le président Emmanuel Macron est allé au Cameroun parce qu'il y a, de la part de la diplomatie française, le sentiment que nous devons tout faire pour lutter contre l'influence russe. Et ça ne fait que prouver notre peur panique de ce que la Russie est en train d'achever sur le continent africain. Une quarantaine d'accords économiques avec les États africains, 20 accords de défense. Pourquoi le Cameroun ? Car le dernier accord de défense a été re-signé, puisqu'il avait été signé en 2015, entre Yaoundé et Moscou. Donc le fait de se rendre au Cameroun est une preuve de notre échec à
n'avoir pas vu venir l'ingérence ou l'influence, ou la soft influence, mais néanmoins une influence certaine de la Russie sur le continent africain. Est-ce que je me trompe si je dis que ce second mandat du président Macron va être un mandat de voyage? Je dis ça parce que je pense au dernier voyage en Algérie, juste après s'être rendu au Bénin, au Cameroun, en Guinée-Bissau, on vient d'en parler. Qu'est-ce qu'on a retiré de ce voyage en Algérie? Alors vous avez raison de dire que le président Emmanuel Macron va beaucoup transhumer et va beaucoup être à l'extérieur, pour plusieurs raisons. Premièrement, la scène politique nationale est très perturbée et elle n'est pas à l'avantage du président. Il n'a pas de majorité absolue, il est obligé de recourir au 49.3 pour faire valider son budget, enfin on verra ça d'ici quelques jours, et l'opposition est forte au niveau parlementaire, comme dans l'opinion publique vis-à-vis du président ou la politique que souhaite mener le président. Donc le président veut prendre sans doute un peu de hauteur et respirer à l'extérieur pour montrer qu'il est un président qui pense l'unité européenne, il est un président qui pense de manière prospective au rôle de la France dans le monde. Par contre, les voyages successifs, vous parliez du voyage fin juillet, donc en Afrique de l'Ouest, le voyage un mois plus tard, fin août en Algérie, et sans doute celui qui va venir au Maroc. On évoque un voyage mi-octobre au Maroc, sans doute pour compenser le déplacement que le président a fait en Algérie. Le président est en train de se poser la question si oui ou non il doit se rendre au sommet international de la francophonie qui aura lieu à Djerba en Tunisie, eu égard à la dérive un peu autoritaire du président Kais Saïed. Et le président, de toute façon, a promis de se rendre de nouveau dans un certain nombre de pays du Golfe pour montrer qu'il est toujours actif. Que la volonté française d'être présent. Alors, est-ce qu'une diplomatie, des pérégrinations diplomatiques font une politique? Je ne le crois pas. Ce n'est pas parce que vous rendez à Alger ou vous rendez à Cotonou, à Ibiza ou à Yaoundé que la diplomatie française rayonne, est efficace. Je prends les mots que le président a prononcés il y a quelques jours à l'Assemblée à l'occasion du discours devant les ambassadeurs. La diplomatie doit être agile, elle doit être subtile, elle doit être proactive. D'ailleurs, le président, dans la foulée de ce que nous avions évoqué précédemment, semble avoir voulu lancer la contre-offensive en créant une cellule contre les fausses informations. Les fake news fabriquées par en confiant cette mission les Russes. À Anne-Sophie Havé, notre ex-ambassadrice au Ghana. Est-ce que ça suffira? Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard? Et est-ce qu'on s'y prend mal? L'avenir nous le dira. Pour répondre à votre question, le président Macron va beaucoup voyager, mais je ne suis pas certain que les pays où il se rendra auront la même écoute par rapport à la portée de notre message diplomatique. On a beaucoup parlé d'Afrique et à chaque fois qu'on parle, on finit toujours par retomber sur la Russie d'une façon ou d'une autre parce que la Russie est en train de jouer un rôle qu'on ne peut pas beaucoup définir et qualifier, qui n'est pas très clair sur le continent, mais la Russie est dans son bon droit aussi d'aller jouer sur les mêmes terrains que la France. Juste une question sur, d'ailleurs, cette Russie, sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. On ne sait pas à quel point ce conflit a un impact sur le continent africain. Alors, on ne le sait pas précisément, mais on peut supposer qu'il soit majeur ou déterminant. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, ou Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, quand il s'est rendu à Sochi, donc sur la côte de la mer Noire, pour rencontrer le président Vladimir Poutine, a quand même esquissé quelques lignes qui sont assez inquiétantes. Bon, premièrement, pour rappeler que si les céréales venant d'Ukraine, les engrais venant de Russie, d'Ukraine et de Biélorussie ne peuvent pas parvenir en Afrique, c'est problématique en termes d'accès à la denrée alimentaire, le blé, le maïs, l'orge, que s'il n'y a pas d'engrais, étant donné que 50% des engrais qui sont utilisés sur le continent africain proviennent d'Afrique, la productivité agricole au moment de l'hivernage, donc à la sortie de l'été, sera perturbée. Donc ça va avoir un impact sur la manière dont une partie de la population va avoir des difficultés à se nourrir. Le président Macky Sall et le secrétaire général Antonio Guterres évoquent le fait qu'il y aurait plus ou moins 500 millions d'Africains qui dépendent des exportations à plus de 50% des céréales venant d'Ukraine et de Russie. Donc le premier impact, c'est l'impact alimentaire, agricole. Après, il y a un deuxième impact, qui est l'impact de la déstabilisation.
si les populations n'ont pas suffisamment à se nourrir, si elles sont en carence des biens de première consommation, elles vont rendre responsables les gouvernants locaux qui n'ont pas répondu à cette préoccupation. Et donc ça pourrait créer une sorte de... Un effet domino de printemps arabe qui serait avec un effet un petit peu plus méridional, qui pourrait déstabiliser un certain nombre d'économies fragiles. Puis le troisième élément, je crois qu'il est très important, c'est que l'impact de la crise ukrainienne a montré, et je crois que cela sera encore plus vrai à l'occasion de la 77e Assemblée générale des Nations Unies, qu'il y a une sorte de hiatus qui est en train de se faire entre un monde occidental un peu sûr de sa cohérence, sûr de sa dynamique, et des partenaires sur la rive sud de la Méditerranée, en Amérique latine, dans la zone Indo-Pacifique, qui ne sont pas totalement alliés. Oui. On le voit lors des votes à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il y a 193 États aux Nations Unies. Oui. Sur les 54 pays africains, il y a eu, enfin, disons autrement, il y a eu sur les 35 pays qui se sont abstenus de voter la condamnation de la Russie, 17 étaient africains. Et ça, vous dites que quand on va ouvrir l'Assemblée générale des Nations Unies prochainement, on va se rendre compte qu'il y a un gap qui est en train de... Sur des questions essentielles d'ailleurs, comme faut-il condamner ou non la Russie pour ce qui s'y passe, etc. D'autant que les pays qui sont les plus prompts à évoquer une différence d'appréciation par rapport à la situation en Ukraine sont supposés être nos partenaires les plus solides. L'Afrique du Sud... Mais l'Afrique du Sud appartient aux BRICS, donc elle a une certaine forme de conciliation à développer ou à maintenir avec la Russie. Le Sénégal, dont le président assure la présidence de l'Union africaine, s'est abstenu. À l'époque, le président Nana Addo-Akufo, le président du Ghana, qui présidait la CEDEAO, s'est lui-même aussi abstenu. Et le Maroc, qui est supposé être un partenaire de grande nécessité pour nous, en termes économiques, n'a pas participé au vote. Tout comme l'Algérie, où le président Emmanuel Macron s'est rendu, et qui lui-même s'est abstenu. Donc on voit bien, je ne dis pas que ces pays sont des soutiens de la Russie et ne soutiennent pas l'Ukraine. Par contre, ils ont une vision des relations internationales qui n'est pas forcément calquée sur l'agenda européen, transatlantique ou américano-européen, si vous voulez. Emmanuel, on va abréger et terminer malheureusement cette interview. Juste, j'avais quand même à cœur que nous parlions de ça, même si c'est quelques secondes. On a évoqué cette Assemblée générale des Nations Unies qui se profile à l'horizon. On a entendu le Japon tendre à nouveau une carotte au continent en disant « Nous allons vous défendre pour que vous ayez une place permanente au Conseil de sécurité ». C'était déjà une vieille proposition que la France avait déjà faite. Pourquoi celle du Japon pourrait aboutir alors que celle de la France n'a jamais abouti? Bon, déjà parce que le Japon va présider le Conseil de sécurité au mois de janvier. Et donc il a décidé, dès le mois de janvier, pendant sa présidence, son mois de présidence, d'en faire un objectif stratégique, prioritaire. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est le contexte. Il y avait la 8e édition du TICAD, donc le sommet Japon-Afrique, et que forcément, le nouveau Premier ministre japonais s'est montré sous ses meilleurs auspices en disant qu'il allait tout faire pour défendre une vieille idée. Vous avez raison, la France l'a proposé. Il y a ce qu'on appelle le C10, qui avait été lancé sous présidence de l'Union africaine, pour que les pays africains fassent une proposition. On appelle ça le réajustement démographique. C'est vrai qu'au sein du Conseil de sécurité, sur les 15 membres, il y a 3 pays africains, actuellement la Tunisie, le Kenya et le Niger, mais qui sont non permanents. Et donc l'idée que 1,3 milliard d'habitants n'ait pas une voix permanente est une hérésie, un anachronisme diplomatique. Néanmoins, la proposition française, il y a quelque temps, la proposition japonaise, soutenue par l'Allemagne, a quand même quelques écueils qu'il sera difficile de dépasser. Premièrement, la Chine, qui derrière sa grande générosité en termes de dotation de prêts, l'année dernière, elle a quasiment donné 200 milliards de prêts aux 53 pays qui la reconnaissent, à l'exception de l'Eswatini, est contre. Parce qu'elle veut jouer individuellement sur les 54 pays pour pouvoir avoir une capacité donc, de peser au niveau de l'Assemblée générale. Si l'Afrique avait une voix, si c'était l'Afrique du Sud, ou le Maroc, ou le Nigeria, forcément, elle aurait moins de prise. Deuxième élément, et ça, ce sont les États-Unis,
qui s'oppose un peu à la réforme du Conseil de sécurité, c'est que les États-Unis payent 25% du budget et l'ensemble des 54 pays africains pèsent pour 0,01%. Donc les États-Unis disent, à partir du moment où l'Afrique, où les pays africains ne payent pas au prorata de ce que payent les 5 autres membres du Conseil de sécurité, on ne voit pas pourquoi on donnerait une place à l'Afrique. C'est pas juste. Oui. Néanmoins, pour aller très vite, il y a un autre élément qui, là, pour le coup, est absolument incompressible. 70% des résolutions onusiennes portent sur le continent africain. 56% du temps de parole du Conseil de sécurité est sur le continent africain. Et 90 000 casques bleus sont sur 120 000 casques bleus, 90 000 sont stationnés en Afrique. Oui. Donc il y a une urgente nécessité à ce que s'il y avait une sorte de pis-aller ou de première démarche symbolique, plus que l'Amérique latine, plus que l'Asie, car après tout, il y a déjà un pays américain, les États-Unis, 2 pays européens, la Grande-Bretagne et la France, un pays asiatique, la Chine, et un pays qui fait la jonction entre l'Europe et la Chine, la Russie. S'il y avait urgence, ce serait effectivement une place pour le continent africain, rien que pour cela. Oui. Mais bon, pour terminer, le Japon est allé un petit peu plus loin, en partant du principe que quand le continent africain aura 4,4 milliards d'habitants à la fin de ce siècle, ce n'est pas une place qu'il faut, mais c'est 2 places. Et donc ça veut dire que la réforme du Conseil de sécurité se complexifie, les membres permanents ne seraient plus 5, mais seraient 10, et le Conseil de sécurité, dans sa composition actuelle de 15, passerait de 15 à 20. Et donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Emmanuel Dupuy, merci beaucoup. Merci à vous, Ahmed. Président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci d'être venu dans l'entretien du jour. On aura l'occasion de faire régulièrement ce type d'émission pour parler de l'Afrique, de ses relations complexes dans ce monde qui évolue tellement vite aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Télésud. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télésud. Bonne soirée.